Bonjour, ici Benjamin Lévesque et bienvenue à Top Chrono. Cette semaine dans l'émission, le cannabis sur ordonnance, c'est possible. Au Québec, la marijuana médicinale peut s'avérer très efficace pour soigner de nombreux symptômes. Nous verrons comment dans un instant. Top Chrono vous emmène aujourd'hui à la découverte de la réalité virtuelle. Ces casques permettent de s'immerger dans un autre univers. Certains journalistes explorent déjà les possibilités narratives de ce nouvel outil. La réalité virtuelle, c'est une machine à créer de l'empathie. Et c'est assez évident quand on est transporté dans un environnement X ou Y. Et puis, si vous êtes stressé ou que vous voulez changer d'activité dominicale, il y a le lancer de hache, seul, en famille ou entre amis. Cette activité est désormais pratiquée à Montréal. Tout cela et bien plus encore en 27 minutes. Top Chrono. Bienvenue à tous à Top Chrono. Nous sommes présentement à l'École Polytechnique de Montréal. Ce lieu inattendu cultive les nouvelles tendances entre design et technologie. Polytechnique, un nom magique qui forme des ingénieurs et la future élite, c'est ce lieu que nous avons choisi pour vous exposer les nouvelles tendances, qu'elles soient écologiques, médicales ou scientifiques. Chaque année, un Canadien jette près de 400 livres d'emballage. Réduire le gaspillage s'avère donc une nécessité, aussi bien pour le citoyen que pour le commerçant. L'épicerie Loco à Montréal affiche comme vocation zéro déchet. L'idée gagne en popularité, comme l'a constaté notre journaliste Charlotte Mondou-Fournier. De l'extérieur, Loco s'annonce comme une épicerie intrigante. En effet, ce commerce de Rosemont tient une promesse bien particulière. Offrir à ses clients des produits écologiques en vrac et utiliser des pots en consigne ou des emballages 100% recyclables, ce qui en fait la première épicerie zéro déchet au Québec. Bonjour, ça va bien? Oui. Pour la copropriétaire de Loco, Marie-Soleil Lallier, l'émergence de commerce zéro déchet témoigne davantage d'une tendance de fond que d'une mode éphémère. Je pense que c'est un changement qui n'est pas là pour disparaître parce qu'il vient d'une demande qui est de plus en plus grande puis qui naît d'une réflexion qui est plus profonde. Dans le fond, on se rend compte que nos modes de vie, nos modes de consommation n'ont pas de sens. Puis plus ça va aller, plus cette prise de conscience-là va être importante. Donc j'ai l'impression que plus ça va aller, plus les consommateurs vont exiger des commerçants qui aient une réflexion par rapport à ça. Selon la militante zéro déchet Mélissa Lafontaine, également employée chez Loco, une transition est inévitable sur le long terme. C'est sûr que tout le monde ne fera pas le virage en même temps. Fait qu'il y a comme une première vague de gens qui sont vraiment prêts à sauter puis à le faire. Puis tranquillement, je pense que les gens vont suivre. Mais je pense qu'inévitablement, il va falloir qu'on se rende à ça parce que les emballages qu'on produit, les déchets qu'on produit polluent notre planète dans notre cour arrière. Fait que veux pas, c'est sûr que c'est nocif pour nous puis pour notre santé. La consommation responsable à grande échelle a-t-elle un avenir à Montréal? Seulement si suffisamment de Montréalais sont prêts à renoncer à la voie du moindre effort. Charlotte Mondou-Fournier pour Top Chrono. C'était l'une des promesses de Justin Trudeau, la légalisation de la marijuana récréative. Elle est déjà prescrite pour soulager certains malades. Et pourtant, le marché du cannabis médicinal reste coincé dans un flou législatif. D'un côté, difficulté pour les patients à se procurer leur médication. De l'autre, des entreprises qui font fortune dans ce domaine. Les explications, Catherine Poisson. Je vais l'ouvrir parce que qu'on me donne ça, moi, pour traiter ce que j'ai, vois-tu, c'est du pot, tu sais. Lucie Pagé souffre d'une forme extrême de ménopause qui l'empêche de mener une vie normale. En 2014, après avoir tout essayé, elle découvre l'huile de cannabis médicale. Moi, ça prend 48 heures, je ne suis plus la même personne. J'ai pris un grain de riz de ça et au bout de 90 minutes, j'étais 100% normale. Je le fais faire par une copine au Canada qui a fait cette huile-là et qui s'est guérie de son cancer du sein avec cette huile-là. J'ai pas de grinder, il faudrait que je demande à mes enfants. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que faut juste le couper délicatement. Bien que soulagée, Lucie n'en est pas pour autant au bout de ses peines.
l'auteur du roman Sexe, pot et politique explique qu'il n'est pas simple de se soigner au cannabis. 20 $ par semaine, moi, ça me coûte 200 $ par semaine. Donc, j'ai un loyer, moi. C'est un loyer pour moi. C'est 800 $ par mois. C'est une lutte quotidienne, mais la lutte est grandement facilitée avec mon huile. Sauf que je suis limitée. Je ne peux plus voyager beaucoup. Je peux pas... parce que je ne peux pas avoir acheté du... Il y a des pays qui tuent pour le pot. Et dans ma postface, je demande, je dis, j'ai le choix entre risquer le cancer, risquer la mort par folie ou par accident et risquer la prison. Que choisiriez-vous? On voit ici... Ces difficultés sont liées au fait que, bien qu'il soit légal au pays, le cannabis médical n'est pas reconnu comme un médicament officiel. C'est des exemptions qui sont données aux patients pour qu'ils, eux, puissent consommer du cannabis pour leur fin médicale. Donc, on est encore dans une zone, un peu une zone grise au niveau de la loi. Ça marche dans votre dossier médical? Jusqu'en 2014, c'est Santé Canada qui assurait son contrôle. Depuis, cette responsabilité revient maintenant aux provinces. Cette zone grise a permis l'apparition d'intermédiaires, comme la clinique Santé Cannabis à Montréal. Dans le fond, ce qu'on va faire ici à la clinique, on va mettre le patient en contact avec un producteur autorisé de cannabis. On va lui faire des recommandations de produits. On va faire un suivi avec lui. Le patient devra se procurer son cannabis une fois à la maison, dans le fond. La copie signée. Si ces cliniques représentent une planche de salut pour les patients, elles peuvent également donner lieu à certains abus, selon la journaliste Annabelle Blais. C'est que eux travaillent avec des producteurs pour avoir des prix intéressants, ils font valoir leurs produits. Donc, en s'inscrivant, on te dit, bien, il faut que tu ailles voir tel producteur. Donc là aussi, c'est pas vraiment encadré, ces relations-là. Dans le cadre d'un reportage pour le Journal de Montréal, Annabelle constate que le système actuel n'est pas sans faille. On n'a aucune idée l'argent qu'on paye sert à quoi. Il n'y a personne dans la structure là, qui chapeaute ça, qui est inscrit. Pour une personne mal intentionnée, ça peut être possible de cumuler des prescriptions quand même comme ça assez facilement. Donc, moi, je me suis quand même retrouvée à respecter la loi, mais je veux dire, il n'y a personne qui vérifie. Là. J'aurais pu aller m'en chercher une troisième. Il n'y a pas de limite parce que je m'inscrivais auprès de producteurs différents chaque fois. Pierre Beaulieu, chercheur et professeur à l'Université de Montréal, félicite toutefois l'initiative du Québec, qui s'est dotée en 2015 d'un registre unique au monde. Celui-ci permet d'assurer le suivi des patients et d'obtenir une meilleure connaissance des effets du cannabis. De plus en plus de patients vont être inclus dans ce registre-là et on va pouvoir, a posteriori, donc, regarder l'utilisation donc, à long terme du cannabis, inhalé ou fumé, va avoir des conséquences d'abord positives, thérapeutiques, et éventuellement, donc, on va faire le suivi des effets indésirables. Annabelle émet toutefois des réserves quant à l'avenir du cannabis médical. Moi, ce que le Collège des médecins m'a dit, c'est que jamais le cannabis serait reconnu comme un médicament. Pourquoi? Parce que c'est un produit naturel. Il n'y a aucune grande pharmaceutique qui peut mettre un brevet là-dessus. Et ça, donc, ça intéresse personne. Il n'y a pas d'argent à faire. Si le gouvernement de Justin Trudeau tient sa promesse de légaliser le cannabis en 2017, il va devenir plus facile pour tous, malades ou non, de s'en procurer. Les patients qui vont faire le choix de s'en procurer sans passer par l'entremise de leur médecin ne seront donc pas inscrits au registre québécois sur le cannabis. Ça pourrait entraîner une perte de données importante pour la recherche, qui en est encore à ses débuts sur le sujet. La question se pose donc, sommes-nous en train d'aller trop vite dans un dossier sur lequel on connaît encore trop peu? C'était Catherine Poisson, Top Chrono. Bonjour Catherine. Bonjour Benjamin. Alors on vient de voir votre reportage. Pourquoi avoir eu envie de vous plonger dans l'univers du cannabis médicinal? En fait, c'est en lisant un article de Josée Blanchette, qui est chroniqueuse pour Le Devoir, et qui parlait justement du cannabis médical comme traitement alternatif à la chimiothérapie, entre autres pour un cancer, mais pour toute autre de maladie. Et c'est ça qui m'a donné l'idée d'approfondir le sujet, parce qu'on sait que c'est encore très méconnu du grand public, particulièrement la différence, en fait, entre le cannabis médical et la marijuana récréative, qui sont deux substances différentes. Oui, hasard du calendrier ou pas, mais on en a beaucoup parlé dans la presse locale. Oui, tout à fait. En fait, je dirais quelques jours ou une semaine, tout au plus après qu'on ait commencé justement à travailler sur le sujet, Le Devoir a entre autres sorti une série d'articles là-dessus, sur la profession de conseiller en marijuana qui, bon,
peut poser certains problèmes éthiques et tout ça. Alors, c'est en voyant ça qu'on s'est vraiment dit, mon Dieu, on tient quelque chose. C'est un sujet qui est au cœur de l'actualité en ce moment. Alors pour avoir un point de vue coulisses de la réalisation du reportage, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que les patients osent se montrer face caméra pour ce sujet? Étonnamment, pas du tout. Justement, ces patients-là vivent tellement de difficultés, souvent pour obtenir leur médication, pour ne pas être jugés tout simplement par leur entourage ou par la société, qu'ils veulent en parler, ils veulent que ce soit davantage connu, qu'il y ait plus de recherches qui se fassent là-dessus et qu'on ait une meilleure connaissance et donc une meilleure acceptation de ce qu'est le cannabis médical. Merci Catherine. Merci Benjamin. Dans 2 minutes, Top Chrono, immersion sensorielle. On parlera réalité virtuelle. Elle permet d'être transporté dans un autre univers sans bouger de chez soi. Quand on est dans ce type-là de mise en situation, c'est forcé qu'on crée de l'empathie parce qu'il n'y a plus de limite physique entre le spectateur et l'écran. Alors gadgets ou révolution, la réponse dans un instant. Les Canadiens s'intéressent de plus en plus au commerce de proximité. C'est une étude de l'Institut Harris. Pourtant, le monopole des grandes surfaces reste fort. Un défi pour ces petits commerçants. Alors comment font-ils pour tirer leur épingle du jeu? Portrait des fondateurs de la start-up Humane, c'est à Montréal, avec Myriane de Merlemay. Max Valencia et Pascal Richard dirigent l'entreprise Humane depuis 1 an et demi. La start-up propose des kits pour fabriquer du fromage frais à la maison. Le couple a lancé l'entreprise pour rapprocher les gens de leur alimentation. Parce que vraiment, ici, on mange beaucoup de plats congelés, on mange des plats qui sont en conserve. Des fois, on oublie même d'où vient l'aliment d'origine. Fait que de faire un produit, dans le fond, qui permette aux gens de reconnecter avec ça, de vraiment connecter avec tout le processus de fabrication. C'est d'ailleurs ce que plusieurs consommateurs recherchent dans leur expérience culinaire. Selon le professeur honoraire en entrepreneuriat à HEC Montréal, Louis-Jacques Filion. On s'en va aussi vers des habitudes alimentaires qui font que les gens mangent non seulement en allant s'approvisionner au supermarché, mais en faisant eux-mêmes quelque chose de plus authentique à partir de ce qui leur est proposé par des entreprises. Devant l'engouement de leurs amis pour leur fromage fait maison, Max et Pascal réalisent une étude de marché. Humane est donc né d'un besoin détecté sur le marché québécois. Selon le professeur Filion, cette stratégie est garante de succès. Les petites entreprises qui veulent percer ont avantage à avoir un produit très différencié qui est conçu, qui vient répondre à un besoin émergent dans le marché. Les géants de l'alimentaire occupent déjà le marché de masse. Pour réussir, les startups comme Humane ont donc avantage à adopter une stratégie de niche en offrant des produits destinés à une clientèle ciblée. C'était Myriane de Merlemay pour Top Chrono. La science et son impact sur notre vie quotidienne. La réalité virtuelle se démocratise de plus en plus. Certains festivals montréalais s'en accaparent. Ce nouvel outil offre des possibilités incroyables jusqu'à faire ressentir l'empathie et mieux comprendre le monde. Sensation garantie avec Pierre-Yves Robert. Pour une 3e année consécutive, la Cinémathèque québécoise accueille en novembre la salle UXDoc, le volet de réalité virtuelle des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Les œuvres immersives qu'on y présente sont de bons exemples de l'apport de la réalité virtuelle au genre documentaire, croit Patricia Bergeron, responsable de la programmation. Les 3 projets qu'on a en réalité virtuelle, j'en ai vu beaucoup cette année, puis je me suis dit, j'aime mieux qu'on en ait moins, puis comme ça, les gens pour qui c'est la première fois qu'ils vont essayer la réalité virtuelle, ils vont vraiment avoir des bonnes expériences qui sont parlantes, qui sont pertinentes, qui sont troublantes. Puis ça, c'était vraiment important pour nous au RTM. Parmi elles, le documentaire 6x9 du quotidien The Guardian, qui plonge le spectateur dans la vie carcérale. Je pense que dans 6x9, ils ont très, très bien utilisé le sujet par rapport à la réalité virtuelle, c'est-à-dire on se retrouve à l'intérieur d'une cellule. Le sujet, c'est justement le confinement solitaire, les gens qui y passent des années. Donc déjà, en réalité virtuelle, c'est extrêmement immersif. Mais là, on se ramasse dans un endroit extrêmement... On est vraiment immersif, comme plongé dans la cellule. Puis en plus, c'est fermé.
Cette façon unique de raconter en réalité virtuelle intéresse aussi Alain Mongeau et Frédéric Guarino, cofondateurs du VR Salon. Présenté par Mutech, cet événement veut notamment ouvrir la discussion sur les possibilités scénaristiques de cette technologie. On est, je pense, à Montréal assez idéalement outillé et placé pour favoriser cette rencontre justement entre les disciplines, de raconter des histoires avec l'interactivité plus du jeu et le storytelling un peu plus classique. On dit effectivement souvent que la réalité virtuelle, c'est une machine à créer de l'empathie. Et c'est assez évident quand on est transporté dans un environnement X ou Y. Transporter les spectateurs est d'ailleurs l'un des objectifs du documentaire The Enemy, coproduit par l'Office national du film et présenté au VR Salon. Par l'entremise d'un voyage troublant au centre d'un face-à-face entre soldats israéliens et palestiniens, l'émotion et l'empathie sont au cœur de l'œuvre. Quand on est dans ce type-là de mise en situation, c'est forcé qu'on crée de l'empathie parce qu'il n'y a plus de limite physique entre le spectateur et l'écran. On est dans l'écran. Je pense que tout part de là et du rôle de l'ONF qui a été un des précurseurs au plan mondial du financement à haut niveau d'œuvres en réalité virtuelle. Toujours dans le cadre du VR Salon, s'est aussi tenu l'Anti-Manifeste VR, où un panel d'experts d'horizons divers remettait en question certaines des grandes promesses de la réalité virtuelle. Du lot, Louis-Richard Tremblay, producteur à l'ONF. Je pense que c'est un terme un petit peu surutilisé en réalité virtuelle, la machine à empathie. Je pense que l'empathie, c'est un sentiment extrêmement complexe qui peut se découper de plusieurs manières. C'est pas parce que tu es empathique que tu vas générer une action, que tu vas prendre une décision pour changer les choses. Ça, c'est important de ne pas le perdre de vue, je pense, face à toute cette espèce d'engouement-là de machine à empathie. L'empathie peut se générer par toutes sortes d'autres médias de manière tout aussi puissante. On verra avec le temps si le fait d'être immergé, que nos yeux et nos oreilles soient vraiment enfermés dans un lieu, va provoquer une nouvelle relation ou une nouvelle force par rapport à cette émotion-là, si on veut. Mais pour l'instant, je suis très, très méfiant, dans le fond, de ces affirmations-là. Mais malgré ces réserves, Louis-Richard Tremblay reconnaît que la réalité virtuelle offre de nouvelles façons de raconter et comprendre le monde à ceux qui s'en donnent la peine. La réalité virtuelle pourrait être un outil s'il est bien utilisé, si les créateurs décident de l'investir de cette façon-là. Et voilà, c'est plus un souhait qu'une prédiction, dans le fond. C'était Pierre-Yves Robert pour Top Chrono. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Benjamin. Alors vous avez testé la réalité virtuelle. Attention, il ne faut pas la confondre avec la réalité augmentée. Quelles sont les principales différences? Oui, alors la réalité virtuelle, ce sont des écrans qui nous isolent de notre environnement, souvent à l'aide de casques qui vont nous couper du monde et qui vont simuler notre présence physique dans un environnement numérique artificiel dans lequel on peut interagir. Donc ça, c'est la réalité virtuelle. La réalité augmentée maintenant? Oui, la réalité augmentée, c'est un peu moins invasif puisque ce sont des images numériques qui se superposent à ce que l'on voit. Donc, son fonctionnement est différent de celui de la réalité virtuelle. Ça fonctionne souvent à l'aide d'un téléphone intelligent, lequel va générer des images lorsqu'on va le pointer dans une direction donnée. Un bon exemple, l'application Pokémon Go qui a balayé la planète l'été dernier et qui fonctionnait exactement sous ce modèle. En termes d'immersion, c'est donc beaucoup mieux en réalité virtuelle? Effectivement, oui. Alors, sur ce plateau, 2 appareils, Pierre-Yves, vous allez nous les présenter, à commencer peut-être par celui en carton? Oui. Cet appareil-ci, c'est le Google Cardboard, un appareil bon marché lancé par Google en 2014 qui avait pour objectif de démocratiser la technologie de la réalité virtuelle. D'ailleurs, à ce chapitre, on peut dire que c'est un succès, puisqu'en février de cette année, Google annonçait avoir vendu 5 millions de ces exemplaires comme celui-ci. C'est pas cher, donc? Oui, effectivement, un appareil bon marché parce que, comme son nom l'indique, c'est en carton. Son utilisation est très simple. On l'ouvre, on y insère notre téléphone intelligent. D'accord, assez simple finalement. Voilà, on referme et on peut regarder du contenu en réalité virtuelle. D'accord. Comme son fonctionnement, en fait, ça se retrouve à être une boîte munie de lentilles dans laquelle on y place notre téléphone intelligent. Son intérêt, c'est, en plus de permettre
pour une somme modique d'environ une vingtaine de dollars d'expérimenter la réalité virtuelle, bien, ça a aussi permis à Google de se positionner comme un joueur majeur au tout début de cette vague de réalité virtuelle qu'on voit pointer à l'horizon, puisque c'est un marché qui est en plein essor. On estime qu'il atteindra 30 milliards de dollars d'ici 2020. L'autre objet à côté, Pierre-Yves, vu d'ici, c'est un gros casque de plongée. C'est tout l'inverse. Oui, parce que, bien entendu, avec un potentiel de croissance aussi grand dans ce marché, d'autres joueurs majeurs proposent eux aussi leur casque de réalité virtuelle. On peut penser à Samsung avec le Gear VR, à HTC avec le Vive, et ce qu'on a ici, c'est l'Oculus Rift dans sa version développeur, beaucoup plus performant que le Cardboard. L'Oculus Rift a la particularité de fonctionner sans téléphone intelligent, puisque tout est intégré à l'appareil. Il suffit de le connecter avec son ordinateur ou sa console de jeu pour que ça fonctionne. Ah oui, effectivement, là, je suis à New York. Oui, on est ailleurs rapidement avec un appareil semblable. Oculus VR, la compagnie qui est derrière l'appareil Oculus Rift ici, a été racheté par Facebook en 2014 pour plus de 2 milliards de dollars. Sacrée somme, ouais. Une grosse somme, oui. L'intérêt pour Facebook, vous allez me demander, parvenir à offrir du contenu adapté à la réalité virtuelle sur son réseau social. D'une part, pour diversifier son offre et ses sources de revenus, mais aussi pour s'assurer de rester pertinent dans une industrie où les progrès technologiques façonnent continuellement la façon dont les gens vont consommer et partager du contenu. Enfin, vous le mentionnez dans votre reportage, Pierre-Yves, les médias s'emparent de ces nouveaux outils. Pour faire quoi exactement? Oui, bien, différents grands groupes proposent déjà des applications en réalité virtuelle dans lesquelles on peut consommer du contenu exclusif à l'aide d'appareils comme ceux que je viens de vous présenter. C'est particulièrement intéressant. Le résultat est plutôt saisissant et je dirais même certainement annonciateur des promesses de cette nouvelle technologie qui apparaît. Eh bien, on a hâte de voir ça. Merci Pierre-Yves. Merci à vous, Benjamin. Et bien maintenant, si vous avez l'âme d'un bûcheron ou d'un viking, eh bien le sujet qui suit est fait pour vous. Une de nos équipes a testé le lancer de hache, seule ou en groupe. Cette activité est désormais pratiquée à Montréal. Sarah Duclos nous présente ce nouveau loisir en toute sécurité. Depuis quelques mois, il est désormais possible de pratiquer le lancer de hache en plein cœur de Montréal. À en croire les propriétaires, cette activité à la limite entre le sport et le passe-temps aurait des vertus thérapeutiques. Anton, l'un des deux jeunes entrepreneurs, nous explique la meilleure façon de lancer une hache. C'est assez facile. Vous visez droit, vous mettez votre main derrière votre tête, puis lorsque vous faites le swing, vous laissez partir la hache quand votre main est en pleine extension, puis elle est parallèle au sol. Dans une ambiance décontractée, l'activité peut être pratiquée par tout le monde à condition d'avoir au minimum 13 ans et de respecter les consignes élémentaires de sécurité enseignées par les instructeurs du centre. Chris est venu avec un ami il y a quelques mois et a finalement décidé de faire la formation pour devenir instructeur. Selon lui, la force n'est pas requise, mais une certaine habileté est nécessaire. La technique, c'est vraiment, il faut créer un arc avec notre bras, puis on suit cet arc, on suit cette énergie avec notre corps. Après leur première expérience, les apprentis vikings semblent satisfaits. Ouais, ça défoule bien. C'est une bonne façon de gaspiller son énergie. Là. Franchement, ouais, c'est cool, mais c'est pas facile de la planter. Je pensais pas que c'était aussi difficile. Dans la rue, plus d'une centaine de personnes attendent patiemment leur tour. Certains ont été plus créatifs que d'autres. C'est le cas d'Étienne et Gabriel, qui ont voulu faire les choses à leur façon. Mon ordi est mort, fait que je voulais trouver une façon de l'honorer un peu. Fait que lui, il m'a parlé de l'événement. Fait que je me suis dit, ça tombait bien. On va planter l'ordi avec des clous pour lancer les haches dessus. Compte tenu du monde qui attendait, leur requête a été refusée. Mais les propriétaires leur ont conseillé de revenir un autre jour. Quant à ces derniers, ils n'ont qu'un souhait pour l'avenir de l'activité. On espère que le lancer de hache va se rendre un jour aux Olympiques, peut-être. Sarah Duclos pour Top Chrono. Pour soulager la charge de travail des infirmières et préposer aux bénéficiaires, pourquoi ne pas se munir de robots assistants? Bonjour Annalène. Bonjour Benjamin. Alors on connaissait les robots ménagers, maintenant les robots nous sauvent la vie, ce n'est plus de la science-fiction. Voilà, on pourrait très bientôt voir nos hôpitaux peuplés de petits robots qui viennent apporter des médicaments, des lingettes, la nourriture aux patients, qui font des tours de façon autonome dans chaque chambre, ou alors qui suivent les infirmières. C'est une idée de Concordia, c'est ça? Voilà, c'est des étudiants de Concordia en réponse aux inquiétudes pour les infirmières qui se disent surchargées dans les hôpitaux ou même l'augmentation de la population dans les résidences pour personnes âgées. Donc ils proposent ce petit robot, comme il en existe déjà notamment au Japon. Ils proposent une version robot. Celui-ci, c'est un robot allemand qui est mis sur le marché aux États-Unis. Ça toucherait uniquement les infirmières ou est-ce que ça pourrait aider les chirurgiens par exemple? Alors les robots chirurgiens, ça existe déjà depuis une bonne dizaine d'années. Ils sont très précis, ils font des opérations très exactes et évitent des erreurs.
Voilà. Alors au Japon, on aime beaucoup les robots, pourtant ici les équipes médicales elles sont plus réticentes, c'est ça? Oui, ici on se pose plus des questions d'éthique. Au niveau des soins de santé, il y a toujours des questions de l'humanisation des soins. Et puis les infirmières, les professionnels de la santé ne sont pas toujours prêts à intégrer ce genre de collègues parmi leur équipe. Alors quand est-ce qu'on pourrait voir ces robots infirmiers? Les étudiants de Concordia prévoient le terminer au printemps 2017. Après, ils travailleront à sa mise sur le marché l'été prochain et on verra ce que ça donne. Si certains sont preneurs, les avis sont encore très mitigés. Comme quoi le progrès et la technologie, c'est utile. Merci Anne-Hélène. Je vous rappelle qu'on vous retrouve la semaine prochaine à Top Chrono. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci aux journalistes qui ont préparé ce numéro. Lors de notre prochaine émission, Émilie Descoteaux vous présentera un reportage spécial sur la méditation pleine conscience, commercialisation du bien-être ou stratégie de productivité. À partir des années 60, le bouddhisme fait des milliers d'adeptes en Occident et diverses formes de méditation gagnent en popularité. Pour moi, la méditation, c'est une rencontre privilégiée avec moi-même. Ça apporte une sérénité, un calme. Ça permet une meilleure gestion des émotions aussi. Donc, quand on est stressé, fâché. La réponse à cette question et bien plus encore. On se retrouve donc pour une autre émission d'information la semaine prochaine dans Top Chrono.